pense qu'il y a beaucoup d'horlogers aujourd'hui qui travailleraient gratuitement, tellement ils aiment leur métier. C'est tellement précis, c'est tellement petit que tu peux pas penser à autre chose que ce que tu es en train de faire. C'est des contrefaçons de Seiko, tout simplement. Il y a des gens qui ne réfléchissent pas assez avant d'acheter une montre. Comment on voit si c'est une belle patine ou si c'est vraiment affreux et c'est abîmé? Bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve dans un nouveau podcast, cette fois-ci centré sur notre domaine qui est l'horlogerie. Je suis pas seule, je suis accompagnée de Mathis, le meilleur apprenti horloger de France. Il m'a appris plein de choses aujourd'hui, on va vous raconter. Dis-nous Mathis un petit peu qui tu es. Je m'appelle Mathis, j'ai 20 ans, passionné d'horlogerie depuis bientôt maintenant 4 ans. Au début, c'était à côté du lycée. Je faisais un petit peu d'achat-revente et tout ça sur des vieilles montres. Ça me passionnait plutôt bien. Ensuite, donc ça a continué à me suivre dans les études supérieures. Je me suis lancé dans des études supérieures comme tout le monde, en me faisant un peu striker sur Parcoursup. Et donc j'ai pris un petit peu le choix par défaut. Au bout de 2 ans, à faire des montres un peu à côté, je me suis dit bon, c'est bon, j'arrête. De toute façon, les études, ça me plaît pas. Du moins pas dans ce domaine-là. Le métier qui débouche de ces études-là, ça me plaît pas non plus. Et donc je me suis dit j'arrête, je vais contacter toutes les écoles d'horlogerie qui proposent des parcours en horlogerie, et il y en a une seule qui m'a répondu et qui m'a proposé un parcours un petit peu différent que d'habitude, c'est-à-dire que l'intégralité de ma formation se passe en entreprise. Et donc je me suis lancé là-dedans, je suis parti vraiment en coup de tête à Nîmes, dans la première horlogerie qui m'a accepté parce que vraiment je voulais changer de ville et faire ce que j'aimais, donc voilà, je suis parti de chez moi et maintenant ça fait quelques mois que je suis en apprenti horloger. Trop bien, et c'est à quel moment de l'année que tu as contacté les écoles? C'était plutôt au mois de, je dirais, janvier, février, ces alentours-là. Ensuite, en mars, j'ai eu un premier contact avec l'horlogerie dans laquelle je suis actuellement. Et après, j'ai fait un aller-retour à Nîmes sur une journée, enfin, on a dormi sur place, mais pour voir un petit peu comment ça se passait, pour mettre un peu les pieds dans l'horlogerie, rencontrer un petit peu tout le monde. Ça m'a bien plu, ça leur a plu aussi. Et donc, à la fin du mois de juin, je suis arrivé à Nîmes m'installer. Trop bien. Et tu as commencé ton apprentissage en juin? C'est le 1er juillet. Ok. Donc je suis arrivé une semaine avant et j'ai commencé juste après. Trop bien. Présente-toi un petit peu, quelles sont tes ambitions? Pourquoi est-ce que tu es dans l'horlogerie aujourd'hui? Qu'est-ce qui te fait vibrer dans l'horlogerie ou ce genre de choses? Tout a commencé, je travaillais dans un bar et ça arrivait souvent que les clients, au moment de régler, je voyais leur montre, etc. Et je disais souvent, oh, monsieur, vous avez une belle montre. Et je voyais que ça suscitait beaucoup de réactions. Il y avait ceux qui étaient ultra fiers de leur montre, il y avait ceux qui étaient gênés, il y avait ceux qui ne voulaient pas qu'on remarque leur montre, et il y avait ceux qui minimisaient, qui disaient oh non, mais vous savez, ma montre aujourd'hui, elle ne vaut plus rien. Alors que pas du tout avec du recul. Donc déjà, ça m'a un peu intriguée de voir les différents matériaux, les différentes qualités, tout ça, c'était trop intéressant. Et puis j'ai quitté la restauration pour faire du développement personnel, mais je n'avais pas les outils. Donc du coup, j'ai arrêté et je suis allée à Nice me promener tout simplement. Et il y a une rue où il y a plein d'horlogeries, enfin plutôt de magasins de montres. Et je me suis rendu compte que allier la mécanique et l'élégance, l'esthétique, c'était cool. Enfin, c'était ce qui me faisait vibrer en tout cas. En tout cas, j'ai ressenti un alignement parfait à ce moment-là. Donc là, je me suis dit, je vais faire des Seiko Mode. Mais en fait, finalement, flemme. On en parlera après. Après, j'ai acheté des lots de montres sur Vinted que j'ai essayé de réparer. Et en fait, c'est tellement précis, c'est tellement petit que tu peux pas penser à autre chose que ce que tu es en train de faire. Sinon, tu peux rien faire. Donc ça, j'ai beaucoup aimé. Il n'y a plus de notion du temps, il n'y a plus de notion d'espace. Enfin, c'est juste toi et ta montre. Donc ça, j'ai bien adoré, c'était bien. Et puis après, c'est un enchaînement d'étapes. J'ai commencé à me former sur YouTube, etc. Mais je me suis rendu compte que c'était pas assez. Donc aujourd'hui, je cherche à me former pour faire de grandes choses. Pour le moment, on est trop limité. Si jamais tu devais recommencer à zéro dans l'horlogerie, tu penses que ce serait quoi la première chose qu'il faut apprendre? Il faudrait, je pense, commencer par fouiner sur Internet beaucoup, aller chercher les informations. Il n'y en a pas énormément, mais il y a assez de choses pour bien comprendre un petit peu les différents termes horlogers. Aujourd'hui, il y a des comptes Instagram qui parlent d'horlogerie, il y a des comptes, des vidéos, des chaînes YouTube qui parlent d'horlogerie, et comme par exemple l'Atelier du Calibre, où aujourd'hui c'est Montres et Restauration qui a repris le flambeau. Mais ce sont toutes des petites vidéos de restauration par exemple, où il utilise les termes horlogers pour faire sa vidéo, et de l'autre côté, le spectateur, lui, il peut assimiler facilement ces termes-là.
et apprendre assez facilement. Ensuite, il faut se mettre à fond dedans. Premièrement, il faut que ce soit un investissement personnel, c'est-à-dire qu'il faut faire, si vous avez un travail ou des cours à côté, il faut en faire malgré ça. Et parce que c'est vraiment l'investissement personnel que les entreprises vont regarder si vous voulez être recruté pour un stage ou pour une formation en alternance, par exemple. Ils regardent avant tout si vous êtes impliqué par vous-même ou si c'est simplement pour y travailler la journée et ne même pas y penser le soir. C'est vrai que l'horlogerie, ça fait partie des métiers que si tu les fais pas par passion, tu les fais pas, quoi. C'est ça. C'est avant tout un métier passion et c'est la passion avant tout qui prône bien plus au-delà que l'argent. Je pense qu'il y a beaucoup d'horlogers aujourd'hui qui travailleraient gratuitement tellement ils aiment leur métier. Ah ouais, ça c'est intéressant. Et du coup, c'est quoi une journée type pour toi qui apprend ce métier justement? Ça va être assez diversifié suivant l'entreprise dans laquelle on est. Par exemple, si c'est une entreprise une horlogerie par exemple familiale ou une petite horlogerie, ça va être très diversifié. Ça va être tout ce qui est quick service, donc c'est les changements de verre, de bracelets, de piles, les échanges mouvements, les différents échanges mouvements qu'il peuvent y avoir sur des montres à piles. Ça peut tout autant être aussi des réparations et des révisions sur des réveils, sur des pendules, sur des horloges comptoises. Et donc ça va être très diversifié. Et sinon, après, il y a différentes entreprises, par exemple en Suisse, où c'est plutôt tourné sur une tâche bien précise. Et là, du coup, on fait une seule chose toute la journée. Par exemple, l'entreprise, elle est spécialisée en changement de verre? Pas vraiment, c'est plutôt, par exemple, une entreprise qui fabrique des mouvements. Eh bien, je dis n'importe quoi, il y a une personne qui va être attitrée pour mettre les aiguilles, l'autre personne pour mettre les ponts, l'autre personne pour assembler les barillets. Et chaque personne a sa tâche bien précise et c'est assez peu diversifié. Ok. En fait, il n'y a pas vraiment de journée type, c'est plutôt, c'est vraiment à la demande des clients, surtout dans des petites horlogeries comme ça, où ça peut autant être le matin une révision sur une horloge comptoise, l'après-midi du quick service, ou inversement, ça va vraiment dépendre des besoins de l'entreprise. Mais c'est très diversifié, ça peut être autant des révisions de réveil ou des réparations sur des montres que des horloges ou tout ce qui fait tic-tac en fait. C'est intéressant. J'aurais vraiment jamais pensé que les gens faisaient entretenir leur réveil. Je pensais qu'aujourd'hui, vraiment, on les jetait, on en rachetait un autre. C'est pour les réveils un petit peu plus familiaux, les réveils mécaniques, les réveils anciens. Les gens aiment bien les conserver parce que c'est un peu l'histoire de leur famille. Oui. Ils les ont toujours vus, pareil pour les pendules. Donc c'est des choses qui se transmettent de génération en génération. Et même si maintenant, aujourd'hui, on a des réveils de moins bonne qualité avec des piles, etc., il y a toujours des gens qui apprécient la belle mécanique et les pièces anciennes. Bien sûr. Et donc, du coup, tu sais comment ça fonctionne un pendule? Un pendule, oui, on dit ça. Ou une pendule, il y a différents types d'horloges, mais je suis en train d'apprendre. Je suis en train d'apprendre les pièces, les différentes pièces, le fonctionnement et tout ça, mais chaque type d'horloge est différent et a un système un petit peu différent. Et donc j'apprends tout ça petit à petit. Ça doit être très intéressant en tout cas. Et tu penses qu'en un an, après tes 1 an, tu auras acquis quoi comme compétences? Ça va être les épreuves qu'on nous demande au CAP, donc ça va être un petit peu d'usinage, donc fabriquer des pièces avec un tour à pivoter. Ça va être également démonter, remonter et réviser une montre mécanique, en sachant corriger la plupart des petites pannes. Donc ça peut être corriger la position d'un spiral de balancier spiral, ou ça peut être également réparer une pièce qui est cassée ou ce genre de choses. Ça va être également l'entretien des montres à quartz, donc les montres à piles, savoir les réparer et les réviser. Bien. Et qu'est-ce que tu penses des Seiko Mode alors?
Beaucoup d'horlogers seront d'accord avec moi, mais en fait, Seiko Mode, à la base, ça part d'une bonne intention. C'est en fait différentes pièces de montres Seiko qui sont compatibles entre elles, et donc ça fait des modèles Seiko uniques, mais toujours avec des pièces Seiko. Aujourd'hui, le terme il est un petit peu plus détourné, puisque ça désigne en fait des montres, donc des pièces de montres qu'on achète sur AliExpress, donc, qui ont le logo Seiko sur le cadran. Mais en fait, il n'y a rien de Seiko dans toute cette histoire-là, c'est simplement un ensemble de pièces chinoises. Et a priori, il me semble qu'il n'y a que le mouvement qui est Seiko, et sinon le reste, c'est de l'assemblement de pièces qui proviennent d'AliExpress. Donc, c'est vraiment pas c'est vraiment pas des montres à conseiller si on aime l'horlogerie en tout cas. En fait, on pourrait dire que c'est des modes, mais pas des Seiko modes. C'est des contrefaçons de Seiko, tout simplement. Oui, en gros, c'est ça. Il y a un gars qui m'a dit la dernière fois que NH35, c'était pas un mouvement Seiko. Il est très ressemblant, il n'est pas signé Seiko, mais ça va être comme par exemple pour les Calibretta ou sur AliExpress, on va pouvoir retrouver des copies très ressemblantes, mais pour des prix beaucoup plus bas. Bon, évidemment, les standards de qualité, ce ne sera pas du tout les mêmes, mais ça permet par exemple de faire de l'emboîtage, donc c'est-à-dire acheter des mouvements, par exemple les 64-97 de ETA, d'acheter des faux mouvements entre guillemets, pour avoir des coûts plus bas et proposer des montres mécaniques. Donc ce sera comme des Seiko Mode, sauf que là, il n'y aura pas du tout de contrefaçon, puisque en fait, les montres n'ont pas de marque et c'est simplement un cadran avec des aiguilles, un boîtier et un mouvement. Mais d'ailleurs, bon, comme dans d'autres domaines, mais c'est vrai que la contrefaçon en horlogerie, c'est un fléau. Hein. C'est un vrai problème. C'est un fléau pour les gens qui ne connaissent pas l'horlogerie, enfin, qui ne connaissent pas les modèles de montres et qui ne s'y intéressent pas. Parce que je pense que quelqu'un qui a envie de se faire plaisir avec une belle montre et qui a un minimum d'attachement avec l'argent va quand même faire attention à la montre qu'il achète et par exemple passer par un horloger dans le cas d'une vente de Rolex ou Omega pour être sûr que la montre n'a aucun souci et est authentique. Mais c'est vrai qu'il y en a qui ne se posent pas assez de questions, je pense, et qui tombent facilement dans le piège des contrefaçons. Et c'est pour ça qu'il y en a d'ailleurs, c'est parce que il y a des gens qui ne réfléchissent pas assez avant d'acheter une montre, et du moins qui n'analysent pas assez les annonces. Tu penses que ça se voit toujours que c'est une contrefaçon sans ouvrir la montre? Non. Je pense qu'il y a possibilité déjà il y a certains points qui font qu'on peut le voir dans l'annonce, notamment avec la fiabilité du vendeur et tout ça, les photos même de la montre. La deuxième étape après, ça va être de recevoir la montre d'un point de vue extérieur avec une loupe, de regarder quels sont les détails et est-ce que ça correspond bien avec une montre authentique, si les standards de qualité sont bien là. Et la dernière étape, ça va être de l'ouvrir directement, de regarder le mouvement, si les finitions sont en adéquation avec la qualité que propose la marque à l'origine. Et par exemple, c'est évident que sur une montre à 40 000 €, on ne va pas laisser des petits bouts de métaux ou des petites rayures dans le mouvement. Les standards de qualité pour ces montres-là sont très élevés et la montre est absolument irréprochable. Enfin, du moins, les montres authentiques sont irréprochables sur tous ces points-là. C'est vrai que ça se voit assez facilement. J'ai vu une fausse Omega la dernière fois. Ça se voit tout de suite. Enfin, les pièces, elles sont ultra épaisses, elles sont mal finies. Enfin, pour le coup, bon, après, je pense que c'était vraiment une contrefaçon à 2 francs 6 sous parce que les finitions, elles étaient affreuses. Vraiment, c'était horrible. J'ai mis des photos sur mon Insta d'ailleurs. Si tu devais me faire un top 3 des montres que tu préférerais, toutes catégories, tu dirais quoi? Ça va avant tout être une question de préférence et de gamme de prix, mais si on devait éliminer le prix et juste voir les montres telles quelles, je pense que les marques les plus intéressantes sont celles qui ont une histoire à raconter. Il y en a beaucoup qui ont des histoires à raconter, donc les plus grandes, Rolex, Omega, Cartier aussi a une belle histoire, même si on n'en parle pas beaucoup. Et donc là, ça va être toutes les montres de luxe, mais il y a aussi des petites marques qui ont beaucoup de choses à raconter, comme par exemple Auricost, qui sont les horlogers de la marine depuis 1854. Donc ils ont accompagné pendant des années, ils continuent d'accompagner des militaires. Et donc c'est le genre de marques qui sont très peu connues
et dont les amateurs d'horlogerie sont très fans. Ça évolue au fil du temps, mais bon, si je devais donner mon top 3 des marques que je préfère, ce serait premièrement Michel Herbelin, parce que c'est fabriqué dans le Jura, c'est juste à côté de chez moi. C'est pas des montres qui ont... Enfin, c'est une marque qui est présente depuis pas mal d'années maintenant, mais qui n'a jamais fait particulièrement parler d'elle. C'est simplement qu'ils proposent des montres de très bonne qualité, avec des mouvements suisses et tout ça fait en France. Et donc c'est une marque que j'aime beaucoup. Donc j'ai une Michel Herbelin Newport que je porte tous les jours presque, et maintenant Herbelin Cap Camara qui est juste ici. Et donc ça, ce serait la première parce que c'est une marque que je porte tous les jours. Dans un second temps, Vacheron Constantin. J'ai eu la chance d'obtenir une Vacheron Constantin pour... il y en a qui vont se tirer les cheveux, mais pour une quinzaine d'euros sur Vinted. Wow. Donc avec un mouvement extrêmement plat. Je n'ai plus la référence en tête, mais ça a été pendant un moment le mouvement le plus plat du monde. Et donc c'est une montre qui est en version tank, en or 18 carats et entièrement d'origine. Et je suis très content de cette montre-là. Et ça m'a permis de découvrir un peu Vacheron Constantin et de savoir que si un jour je devais acheter une montre de luxe, entre guillemets, ce serait plutôt vers Vacheron Constantin que je me tournerais. Et pour finir, la troisième marque, c'est Tissot. Tissot, j'aime bien Tissot. J'en porte aussi souvent, une Tissot 6 Star. Et c'est pareil, c'est une marque que j'aime beaucoup aussi. Mais je ne peux pas m'empêcher aussi de parler de Longines aussi. C'est une marque que j'aime beaucoup. Notamment par rapport avec leur rapport avec le milieu équestre. C'est super intéressant et passionnant. Et même au niveau du style des montres et tout ça, c'est vraiment quelque chose de sympa. Donc ça fait un top 4. Oui, mais c'est très bien. C'est très bien. C'est hyper bien parce que du coup, tu nous as donné des montres de différentes gammes, abordables, un peu moins, etc. Vacheron Constantin, c'est vrai que c'est une marque que je trouve incroyable. Je les trouve vraiment, j'allais dire élégants, mais enfin, c'est bizarre à dire pour une marque de montres. Mais par exemple, tu vois, Breguet, je trouve qu'ils ont plus de détails, qui sont plus fins que, je sais pas, par exemple, Rolex. Après, Rolex, forcément, mais je trouve que Breguet, ils ont toujours leur petite touche qui fait la différence. Quand je sais pas, quand on voit une Breguet, on sait que c'est Breguet, tu vois ce que je veux dire? Et Vacheron Constantin, c'est pareil. Je trouve qu'ils ont leur touche vraiment d'élégance qui finit la montre et on sait que c'est une Vacheron Constantin, quoi. Ok, donc si tu devais donner un top 3, du coup, tes marques préférées? Mon top 1, je dirais Cartier, une référence. Cartier en horlogerie, c'est quand même une référence. C'est une référence, mais ils sont à la base joailliers et c'est ensuite qu'ils ont fait des montres. Oui. Donc à la base, ils ne sont pas spécialisés dans les montres, mais c'est vrai qu'ils ont su faire des modèles iconiques comme la Tank ou la Santos et voilà. C'est des modèles qui plaisent beaucoup. Mais bien sûr. Et c'est des modèles que beaucoup de marques... de moins grosses marques répliquent. C'est vrai que j'ai fait des magasins avec Alaïs. J'ai fait, je sais pas, 15 boutiques. Et donc, dans les 15 boutiques, il y avait presque toutes les marques de montres. Et tous, ils refont la Tank, le même style, avec le même cadran, la même forme, le même bracelet. Donc, ça reste une référence. Donc, Cartier. Du coup, c'est grave pas des marques accessibles. Je dirais Chopard, parce que vraiment, c'est ultra féminin, ultra élégant, ultra fin. Vraiment, Chopard, ça brille, c'est petit. J'adore. Et en vrai, mon top 3, c'est vrai que Tissot, en vrai, je pourrais le garder dans mon top 3 parce que je trouve qu'il y a un rapport qualité-prix incroyable. Vraiment. Chez Tissot. Ok. Si tu devais garder un seul outil, tu garderais lequel? C'est difficile de répondre parce que on dit souvent que l'horlogerie c'est le métier aux 1000 outils et donc il faut 1000 outils, c'est bête, mais chaque outil permet de répondre à un problème bien particulier. Mais sinon après il y a des outils évidemment qu'on utilise plus que d'autres, donc ça va se jouer entre les tournevis, les loupes et les Bruxelles. Je dirais plutôt les tournevis parce que c'est avec ça que tu fais le plus de choses, même si ils se complètent avec les Bruxelles
On ne peut pas démonter une montre uniquement avec des bruxelles et on ne peut pas démonter une montre uniquement avec des tournevis. C'est réel. T'as des anecdotes où t'as perdu patience avec une montre? Pas particulièrement, mais ça m'est déjà arrivé, ouais, par exemple, de vouloir réviser une montre un soir et de ne pas avoir la patience avec, par exemple, une pièce qui veut pas se remettre à sa place ou, par exemple, l'alignage des rouages sur le pont de rouage et on a vite fait de perdre patience et du coup de forcer un peu trop en ayant un peu les nerfs. Et casser un pivot, ça va très vite, donc voilà. Ne jamais faire d'horlogerie quand on est énervé. C'est vrai que la fatigue, le stress général, etc., je pense que ça joue de ouf. Ouais, clairement, il faut de toute façon être au clair dans sa tête pour pouvoir démonter une montre, sinon ça peut pas aller. Ouais, c'est hyper intéressant ça. T'as déjà fait un musée de montres? Il y a le musée du temps à Besançon. Ah oui, oui. Donc c'est pas très loin de chez moi et c'est super intéressant. Ça retrace un petit peu l'histoire de l'horlogerie. Il y a des pièces très, très rares, comme il y a une montre Le Roi. Donc c'était une montre très très particulière qui a plus de 20 ou 40 complications, je ne sais plus exactement, mais ça a été pendant plusieurs années la montre qui avait le plus de complications. Donc elle affiche vraiment tout, phase de lune, année bissextile et toutes sortes de choses qui servent à rien. Mais donc cette montre-là, elle est exposée au musée du temps à Besançon. Et il y a également une pendule de Foucault. Donc c'est en fait une énorme pendule qui fait plus d'une dizaine de mètres de haut et qui fonctionne en fait avec la rotation de la Terre. Donc très intéressant à voir au musée du temps à Besançon. Ah oui, ça doit être très 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 intéressant ça. J'ai vu aussi une montre, enfin non, c'est pas du tout sous format montre, ni sous format horloge, ni rien du tout, mais ça fonctionne avec des sources de lumière, je sais plus comment ça s'appelle. C'est éco-solaire, enfin les montres solaires? Non, c'est pas ça. C'est, je vais retrouver parce que... Petite pause recherche. C'est une horloge atomique. Horloge de très haute précision dont le dispositif oscillant utilise la fréquence des radiations émises entre deux niveaux d'énergie d'atomes. La plus précise d'entre elles dévie d'une seconde toutes les 16 milliards d'années. Genre, regarde à quoi ça ressemble. Ça ressemble à tout, sauf à une horloge. Mais vraiment. Donc voilà. Ouais, non, ça ressemble pas du tout à une horloge. J'ai vu aussi, il y a des montres avec les 24 fuseaux horaires. C'est pas mal du tout. Ça doit pas servir à grand chose, mais ça va bien mieux à la portée. Mais plus ça sert à rien, mieux c'est. Ouais. C'est sympa. Comme aurait dit Beaver, je vais quand même pas acheter une montre parce qu'il me donne l'heure, c'est complètement dérisoire. Est-ce qu'il vaut mieux acheter une montre neuve ou vintage? Ça va dépendre des préférences. Je dirais les vintage pour l'histoire et le rapport qualité-prix. Les vintage, ça permet d'avoir des montres de bonne marque à des prix plus bas que les montres neuves. Donc, par exemple, LIP, Yema, Tissot, Omega. Même toutes les marques, en fait, du moment que les montres sont anciennes et qu'il n'y a pas trop de spéculation, permettent d'avoir une montre de prestige, entre guillemets, à moindre coût. Et oui, donc il y a avant tout le côté histoire, donc en sachant que sa montre a été portée pendant des dizaines d'années, c'est un petit plus comparé à une montre qui est neuve et qui vient de sortir de l'usine, c'est pas pareil. Surtout quand on a des anecdotes par rapport à l'histoire de la montre qu'on souhaite acheter ou qu'on possède. Mais sinon, les montres vintage, ce qui est sympa avec les montres vintage, c'est que ce sont des montres qui ont traversé les années et donc il y a des traces du temps dessus. Ça va être par exemple une patine sur le cadran, des rayures sur la montre qui retracent un petit peu son histoire, comment est-ce qu'on l'a portée, est-ce que le propriétaire était bourrin, est-ce qu'il en prenait soin, est-ce que c'est une montre qui était plus dans des climats humides ou secs. Ça joue aussi sur la patine du cadran. Et pour revenir à la question, ça va vraiment dépendre des préférences, si on souhaite avoir une montre qui a déjà une histoire ou si on souhaite construire sa propre histoire avec une montre neuve. Donc ça va dépendre de chacun. Mais parle-nous un petit peu de la patine, parce que j'en ai bien entendu parler. Souvent, les gens, quand ils présentent les montres vintage, ils disent « Oh, celle-là, elle a une belle patine et tout ça ».
Mais enfin, vu comme ça, en vrai, c'est de l'usure, tu vois. Alors comment on voit si c'est une belle patine ou si c'est vraiment affreux et c'est abîmé? Ça va plutôt se jouer par exemple sur la décoloration du cadran, de la peinture, si la peinture se craque. Il y en a même qui commencent à apprécier ça d'ailleurs, quand la peinture se craque, ils appellent ça des cadrans spider, puisque ça fait comme en fait une toile d'araignée avec les fissures. Donc ça commence à être apprécié un petit peu aussi. Mais ce qui distingue une belle patine juste une dégradation dans le temps, ça va vraiment se jouer à l'œil. Ça va être par exemple des taches de rousseur sur un cadran blanc, ça va être très apprécié, ou un cadran blanc qui est devenu crème, ça va être très apprécié aussi. Mais par exemple, une montre qui a pris l'eau avec des taches vertes autour du cadran, ça, c'est pas considéré comme de la patine, et plus comme une trace de dégradation. Oui, ça se tient, ok. Eh bien, on arrive à la fin de ce podcast. Moi, j'ai appris des trucs. J'espère que vous aussi, vous avez appris quelque chose. Merci Mathis de nous avoir partagé ton savoir. Avec plaisir, c'est un plaisir d'être ici au château des entrepreneurs et à refaire. Trop bien. Comme d'habitude, n'hésitez pas à liker, à vous abonner pour avoir d'autres épisodes. Parce que sinon, j'arrête moi. Si c'est pour pas avoir de résultats, j'arrête. On mettra nos comptes Insta dans la description. Mais bien sûr, on les mettra dans la description. Ils s'affichent là aussi. Je pense qu'il y a beaucoup d'horlogers aujourd'hui qui travailleraient gratuitement, tellement ils aiment leur métier. C'est tellement précis, c'est tellement petit que tu peux pas penser à autre chose que ce que tu es en train de faire. C'est des contrefaçons de Seiko, tout simplement. Il y a des gens qui ne réfléchissent pas assez avant d'acheter une montre. Comment on voit si c'est une belle patine ou si c'est vraiment affreux et c'est abîmé?